Voilà, alors aujourd'hui on va parler de qu'est-ce qui n'est pas arrivé sur Internet, sur le web principalement mais sur Internet également, et on va remonter à peu près 15 ans en arrière, hein, pas plus. Déjà il y a suffisamment à dire en revenant sur les 15 dernières années. Il y a 15 ans, donc au début des années 2000, les analystes annonçaient le siècle d'or, l'avenir semblait radieux et il y avait tout un tas de promesses qui ont été faites et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, en quelque sorte faire le réaliser par rapport au prévu. Et on va essayer aussi, et c'est encore plus important, d'essayer de comprendre pourquoi ça n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les promesses étaient délirantes? Est-ce qu'il y a eu un élément imprévu? C'est ce qu'on va voir. On va commencer par un élément technique, c'est le domaine où évidemment je suis le plus à l'aise. Mais au début des années 2000, donc, il était question de transformer le web globalement en un espace où le transactionnel pourra être mis en œuvre. Bien évidemment, dans un premier temps, on pensait que les éléments techniques tels qu'ils étaient disponibles ne permettaient pas du tout le transactionnel. Sans rentrer dans les détails techniques, le transactionnel, c'est une opération qui est annulable et une fois qu'elle est complètement acceptée, elle est non répudiable. C'est-à-dire qu'on est certain qu'elle a eu lieu, on est certain qu'elle est enregistrée et on ne peut pas revenir en arrière. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle les conditions acides du transactionnel. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, on disait le web, c'est un univers où en quelque sorte on n'est pas connecté, les sessions ne sont pas sécurisées et donc on est absolument incapable d'assurer, de promettre les caractéristiques acides du transactionnel. Et donc pour ça, il faut complètement modifier l'enveloppe technique, la modifier en profondeur. Et à ce niveau-là, il y avait principalement deux parties qui s'affrontaient. Il y avait d'un côté Microsoft qui proposait ses solutions techniques, qui s'articulaient autour d'une technologie qu'aujourd'hui on n'entend plus beaucoup parler, mais qui à l'époque a fait beaucoup de bruit, qui s'appelait ActiveX. Et puis, de l'autre côté, il y avait tous les autres, en quelque sorte, tous ceux qui étaient contre Microsoft. C'était tout sauf Microsoft. Donc on avait IBM, on avait Sun, on avait Netscape, etc. etc. Bon, aujourd'hui, ces noms-là, en particulier Netscape, ne résonnent qu'aux oreilles des spécialistes, mais IBM, Sun, ça c'était des grands noms. Et ils n'étaient pas seuls, hein. On peut dire qu'à peu près tout le monde s'était rallié au camp anti-Microsoft et essayait de promouvoir un environnement qu'on appelait Corba. C'était l'alliance de technologie objet plus du Java, etc. Bon bref, on a résumé ça par l'acronyme Corba. Donc on avait ces enveloppes techniques qui s'affrontaient et qui prétendaient pouvoir transformer le web en machine transactionnelle. Mais finalement, on a bien fait du transactionnel sur le web, mais avec les technologies qu'on avait déjà en 2000, avec tout simplement des bases de données relationnelles côté serveur, et puis le navigateur web tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Rien de concret n'a débouché de ces approches sophistiquées, principalement parce qu'elles ont péché par la complexité. C'était très difficile à mettre en œuvre, c'était très difficile à programmer et évidemment, à part quelques démonstrations de laboratoire, pratiquement personne n'a réussi à mettre en place des applications reposant sur une enveloppe technique aussi complexe. Bon, ça c'est le premier exemple. Je l'ai mis en avant tout simplement parce qu'à l'époque, j'étais très en pointe sur ce domaine-là. J'ai même écrit un livre sur le sujet et je prévoyais justement que le web transactionnel allait s'imposer
mais avec une enveloppe technique beaucoup plus simple, l'enveloppe technique de départ en vérité, et que toutes ces constructions sophistiquées, que ce soit ActiveX d'un côté ou Corba Java de l'autre, ne déboucheraient sur rien. Et j'étais particulièrement satisfait de voir que j'avais raison. Mais c'était relativement facile à prévoir au départ parce que oui, justement, j'avais parié sur la simplicité et c'est toujours un pari gagnant. L'autre point que je vous propose de voir ensemble, c'était la sécurité des transactions. Alors là, c'est plus transactions au sens informatique, mais c'est transactions au sens commercial. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un client veut payer un achat sur un site d'e-commerce et veut payer avec sa carte bleue? Est-ce que l'achat va être sécurisé? Est-ce que ça va aboutir correctement? Est-ce que une fois que ce sera fini, personne ne pourra se rétracter? Le terme transaction, oui, alors le terme transaction, je l'ai expliqué tout à l'heure. Là, dans le cas de transaction dans un contexte e-commerce, oui, ça signifie achat. Ça signifie commande, achat, paiement. Dans un contexte informatique, dans un contexte transactionnel, une transaction, c'est une opération distincte qui aboutit complètement ou pas du tout. S'il y a eu le moindre problème, par exemple, imaginons qu'une transaction soit une succession de 3 opérations. Donc pour que la transaction soit complète, il faut que A, B et C se soient passés correctement. Si pour une raison quelconque A et B vont bien, mais que C a un problème, dans ce cas-là, il faut dénouer la transaction, il faut revenir en arrière et il faut pouvoir annuler non seulement C qui n'a pas été au bout, mais B qui a été correct et A qui avait bien commencé. C'est ça une transaction, c'est un ensemble de petites opérations qui en font une distincte, discrète en quelque sorte, et qui a lieu complètement ou pas du tout. Et évidemment, quand on n'aboutit pas, éventuellement, il faut recommencer. Donc ça, c'est la notion de transaction au niveau informatique. Mais bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Je viens de parler de l'aspect transactionnel sur le plan informatique avec Java Corba versus Microsoft ActiveX. Et ça n'a débouché sur rien parce que c'était monstrueusement complexe. Et évidemment, dans ces cas-là, ça ne marche pas. Et en particulier dans un contexte de réseau distant qui était l'Internet et qui est toujours l'Internet. Mais on s'est posé le même problème. On s'est posé le même problème sur l'e-commerce, l'utilisation des cartes de paiement, des cartes de crédit, des cartes bancaires. Et au début des années 2000, tout le monde disait, si on n'a pas des éléments qui permettent de sécuriser ça, si les pirates peuvent s'introduire dans les sites d'e-commerce, récupérer les numéros de carte bleue, etc. Enfin bon, tout le blabla qu'on a d'ailleurs toujours, c'est toujours la même chose qu'on dit aujourd'hui sur le même sujet. Mais donc, il y a 15 ans, on disait sans SET, point de salut. SET, ça voulait dire Secure Electronic Transaction, et c'était un ensemble de mécanismes qui permettaient de garantir l'intégralité de l'opération de bout en bout, avec un peu comme sur le transactionnel, l'intégrité, la non-répudiation et ainsi de suite. Ça a été proposé dès 1996. Dès 1996, Visa et Mastercard ont proposé SET. Et dans les débats qui avaient lieu sur l'e-commerce au début des années 2000, la plupart des analystes, la plupart des observateurs disaient il est clair que si on se contente de SSL, SSL c'est le petit niveau de sécurité que vous avez dans votre navigateur web, c'est en gros le cryptage de l'échange, pas plus, on crypte la couche de transport, alors que SET, c'était bien au-delà de SSL, et on assurait l'intégrité des opérations de bout en bout. Donc on disait, si on n'impose pas HTTPS, oui, alors c'est une autre couche de sécurité de la couche de transport. C'est pas SSL, c'est différent, mais bon, c'est comparable. Donc on disait dans les années 2000 que
si tous les sites d'e-commerce n'utilisaient pas SET, ça n'aboutirait jamais et l'e-commerce resterait une belle idée que personne n'utiliserait parce que c'était beaucoup trop dangereux. Vous vous rendez compte, donner sa carte de crédit à travers l'Internet, alors que déjà les gens partageaient leur carte de crédit assez facilement dans un restaurant, un petit peu partout et avec un niveau de sécurité absolument nul. Alors, quelle année? Alors là, on parle du début des années 2000. Là, on revient en arrière de 15 ans. Mais c'est vrai que ce débat, il a commencé dès le début, dès l'irruption du web, dès l'idée d'utiliser le web pour faire de l'e-commerce, dès le lancement d'Amazon et des autres, puisque le standard SET, il date de 96, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été proposé par Visa et Mastercard. Donc avec SET, on a en quelque sorte le même scénario qu'avec Java Corba ou ActiveX. C'était beaucoup trop lourd, c'était trop complexe et ça ne s'est jamais imposé. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est bien sûr SSL, qui est très utilisé, ou HTTPS dans quelques cas. Et on a également 3D 3D Secure, qui vient d'ailleurs également de Visa et qui est un espèce de bricolage assez ignoble, mais qui fonctionne, qui a l'intérêt d'être suffisamment rustique pour fonctionner à peu près dans tous les cas et qui repose sur l'envoi d'un message par SMS avec un code de confirmation. Sans doute, et particulièrement en France, vous êtes déjà aperçu de ça. Dès que vous voulez payer sur un site quelconque qui a implémenté le 3D Secure, eh bien, vous devez donner un numéro de téléphone. Et avec ce numéro de téléphone, vous recevez par retour un message SMS qui vous donne le code de confirmation. Alors, Visa et Mastercard ont bien joué leur carte, oui, pas tout à fait, parce que justement, dans un premier temps, ils ont proposé le standard SET qui était, comment dire, trop lourd, trop complexe, et qui a débouché sur rien. Et pour finir, Visa seul, c'est-à-dire Visa sans Mastercard, a proposé le 3D Secure, qui est ce bricolage à base de SMS qu'on retrouve aujourd'hui, mais pas partout. Par exemple, Amazon ne l'utilise pas. Or, Amazon, c'est le principal exemple d'une solution d'e-commerce qui marche bien, qui a réussi, et ça depuis des années. Donc là encore, sur la question de la sécurité des transactions, qu'elles soient informatiques ou e-commerce, eh bien, on vous avait promis quelque chose de complètement bordé, complètement sécurisé, mais comme toujours, quand on promet quelque chose de parfait, ça n'aboutit jamais, parce que c'est trop complexe. Et le monde réel est ainsi. Si on voulait une sécurité absolument parfaite, vous n'auriez aucun avion qui quitterait le moindre aéroport, puisqu'il y aurait toujours quelque chose à redire sur sa préparation, sur sa maintenance, sur la qualification ou l'état de santé des pilotes, que sais-je encore. Dans tous les cas, on se dirait « Ah ben non, finalement, on va reporter le décollage parce qu'il y a ceci ou il y a cela qui ne marche pas ». En quelque sorte, on se retrouvait dans la situation des vols spatiaux où le lancement d'une fusée est très, très surveillé et annulé pour un oui ou pour un non parce que justement, on veut être sûr d'aboutir et qu'il y a beaucoup, beaucoup de paramètres à vérifier. Si on essayait de faire la même chose dans le monde réel, eh bien, il ne se passerait pas grand-chose. On annulerait continuellement. Sortons du domaine technique, encore que dès qu'on parle d'évolution sur l'Internet et sur le web, il y a toujours une dimension technique, il y a toujours un volet mécanique ou informatique, enfin mécanique, c'est évidemment pas mécanique, c'est informatique, mais je veux dire, il y a toujours une partie technique qu'il faut analyser pour comprendre si la promesse est réaliste ou pourquoi elle ne l'était pas. Donc l'autre volet que je voulais vous proposer, c'était les micro-paiements. Alors pareil, au début des années 2000, tous les gourous Internet disaient « Bon ben voilà, l'Internet va tout changer, ça va tout bouleverser,
ça va être formidable, ça va être merveilleux, ça va contribuer à la paix dans le monde et à la démocratie. Je ne reviendrai pas sur ces éléments-là parce que il suffit de regarder autour de nous pour voir que l'Internet n'a pas fait beaucoup progresser ce domaine. Comme on va être gentil, on ne va pas creuser plus cet aspect-là et on va se contenter de nos quelques sujets techniques. Donc les micro-paiements. Alors, les micro-paiements étaient censés permettre de rémunérer les producteurs de contenu, quelle qu'était la granularité de ce contenu. C'est-à-dire que si vous vendiez qu'une seule page d'un site, eh bien, vous deviez proposer un prix adapté, c'est-à-dire quelques centimes d'euros, par exemple. Bien entendu, s'il s'agissait d'un livre, là, le contenu était plus vaste et on n'était plus dans le domaine du micro-paiement. Mais pour les sites web en particulier, les sites de contenu au sens général, il était important. Alors, les micro-paiements en dehors du web, alors je ne sais pas si je pourrais en parler des micro-paiements en dehors du web, parce que je ne suis pas forcément compétent là-dessus. Moi, je comprends la problématique des micro-paiements dans le domaine du web. Après, d'autres peuvent éventuellement extrapoler sur des utilisations en dehors de l'Internet, mais ce n'est pas mon domaine, donc je ne m'y risquerai pas. Donc, dans un premier temps, les micro-paiements, en gros, c'était pour permettre de vendre son site web par tranche. Je simplifie, je synthétise grossièrement, mais c'est histoire de me faire comprendre. Donc on disait, pas de problème, à l'avenir, les micro-paiements vont vous permettre de vous rémunérer, d'être créateur de contenu, de proposer des contenus intéressants, attractifs et de les renouveler souvent, parce que vous allez être rétribué pour ça. Tout le monde voyait bien que la publicité n'était pas une solution viable pour tout le monde en matière de rémunération de site web, parce que, comme d'habitude, les plus gros annonceurs et les plus gros sites captaient l'essentiel du gâteau à se partager. Donc il était clair que si on voulait apporter une solution au plus grand nombre et permettre la rémunération des contenus à une très grande échelle, il fallait mettre en place une solution de micro-paiement. Eh bien, cette solution de micro-paiement, finalement, elle n'a jamais vu le jour. Parce qu'il est clair que vous ne pouvez pas faire du micro-paiement avec un paiement par carte de crédit, parce que les frais de la transaction facturés par votre banque annulent complètement le bénéfice de pouvoir vendre éventuellement une page, quelques centimes d'euros. C'est tout à fait hors de question sur le plan économique. Donc, longtemps attendu, longtemps annoncé et sans aucun progrès. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce qu'on voit aujourd'hui une forme de micro-paiement qui commence quand même à apparaître et à avoir un certain succès, en particulier dans les jeux vidéo. Les exemples de ces jeux qui sont a priori gratuits, mais qui proposent des achats à l'intérieur du jeu pour améliorer vos conditions. Alors, un des exemples que j'ai en tête, parce que c'est mieux de parler avec des exemples, c'est World of Tanks, donc un jeu fabriqué par des Russes. Tout est gratuit, vous pouvez jouer autant que vous voulez sans jamais payer, mais si par exemple vous voulez des munitions un petit peu plus efficaces, eh bien là il faut les acheter et vous utilisez la monnaie interne du site que auparavant vous avez acquis grâce à un paiement PayPal par exemple. Mais donc là on est dans un contexte de micro-paiement en vérité, puisque par exemple on a alimenté son compte avec 15 euros ou 15 $ à partir de PayPal. Et puis avec ces 15 euros, ces 15 $, on va acheter telle ou telle quantité de munitions, d'obus, qui vont coûter très peu. Donc on est vraiment dans un contexte de micro-paiement. Ces micro-paiements semblent se développer aussi de façon très rapide dans le domaine du mobile, des applications mobiles, où là aussi on a cette notion d'achat interne qui s'est développée et qui semble être à la mode en ce moment. On lui a même trouvé un nom, c'est les in-app purchase. Donc bon, finalement les micro-paiements commencent à apparaître, mais pas sous la forme et dans le but qu'on avait imaginé au départ.
Dans la continuité, après les micro-paiements, et ça tourne autour, toujours, oui, alors effectivement, Val me fait la réflexion que Apple taxe ses paiements internes, ses achats internes à l'intérieur des applications à 30%, ce qui représente une vraie mine d'or pour eux. Oui, c'est vrai, mais Apple a mis en place l'ensemble de l'infrastructure et a mis en place tout ce qui a rendu possible ces achats internes. Donc c'est bien joué pour eux, qu'ils en profitent. On ne peut que saluer chapeau l'artiste. Donc, dans la même veine, dans la même logique, on a les abonnements au contenu. Donc là, il s'agit d'abonnements. Et là, c'est pareil, il faut se replacer dans le contexte du début des années 2000, où on annonçait les micro-paiements ou les abonnements, parce que la question, c'était les contenus. Internet amenait beaucoup de contenus, comment les rémunérer? Donc il y avait en gros deux branches. Il y avait ceux qui pensaient aux micro-paiements et ceux qui pensaient aux abonnements, c'est-à-dire qu'on s'abonnait à un site et on avait globalement l'ensemble du contenu de ce site sur une période donnée, exactement comme on s'abonne à un journal et on le reçoit régulièrement selon sa périodicité. Là, c'était la même chose. Le problème, c'est que, bon, là aussi, c'est un échec. Là aussi, on peut parler légitimement de quelque chose qui a été annoncé et qui n'est pas arrivé. Alors pourquoi? Tout simplement parce que d'abord, pour parler des magazines, prenons l'exemple des magazines, c'est un bon exemple. Les magazines, par rapport à la version papier, en gros, ce qui est proposé sur Internet, c'est des PDF à peine améliorés. Donc on vous propose de payer à peu près le même prix que la version papier pour un service qui n'est pas merveilleux. Il faut bien voir que feuilleter un magazine papier sur un écran, c'est pas très confortable, c'est pas très agréable, et on n'utilise aucune des possibilités liées à l'outil informatique. Toutes les promesses qu'on a eues à l'époque de ce qu'on appelait le multimédia, et il y avait un volet magazine dans cette idée du multimédia, il n'en est rien été. On n'a rien eu. On a eu quelques essais avec des applications qui reposaient à une époque sur des CD-ROM. C'était ça, la mise en place du multimédia. Et puis très vite, tout ça s'est retombé. Ça n'a pas eu le succès escompté. Et on en est revenu à des contenus très simples. Aujourd'hui, la presse magazine en particulier, essaye de vendre des abonnements à leurs revues, à leurs magazines sur Internet, avec un succès très 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 réduit, parce que justement, on est toujours dans un contexte où ils n'ont pas adapté le contenu. On connaît tous cette phrase, le média c'est le message, et là en quelque sorte, on a un message qui n'est pas adapté aux médias. Donc il est particulièrement difficile de le faire payer. Donc on est dans un contexte où on peut constater l'échec des abonnements et on peut facilement également pointer du doigt les responsables de cet échec. Ce sont les producteurs de contenu qui n'ont fait pratiquement aucun effort ou très peu d'efforts pour adapter leur contenu aux médias informatiques. Donc il est clair que dans ces cas-là, on n'est pas très motivé pour l'acheter et pour le payer. Alors il y a quelques exceptions, elles ne sont pas nombreuses, et d'ailleurs c'est toujours les mêmes. En quelque sorte, c'est-à-dire que depuis 15 ans, voire même presque depuis 20 ans, les seuls qui arrivent à vendre effectivement leur contenu, nonobstant le support, c'est-à-dire aussi bien sur papier que sur support informatique et en l'adaptant plus ou moins en profondeur, eh bien l'exemple le plus connu, c'est le Wall Street Journal. Et déjà dans les années 2000, le seul qui arrivait à tirer son épingle du jeu dans le domaine, c'était le Wall Street Journal. Donc quelque part, et c'est assez amusant, c'est que là, on constate quelque chose comme 15 ans de surplace. Une fois encore, Apple semblait détenir les clés pour renouveler la question et bouleverser le marché avec l'iPad, où là aussi, l'outil semblait être adapté pour consulter des contenus à peine adaptés dans des conditions de confort à peu près acceptables, mais on voit bien que le succès, si succès il y a, est très limité, trop limité pour avoir un impact
important sur ce marché qui est en train d'ailleurs, qui est en train de se réduire. On est face à un effondrement de la presse magazine, sauf pour les groupes de presse les plus solides, les titres les plus forts, mais sinon on a une contraction de l'offre qui est très visible dans certains secteurs. Il y a de plus en plus de contenus qui sont proposés sur Internet, avec les problèmes de rémunération qu'on a vus avant, mais qui étouffent les initiatives de lancer un magazine dans ces secteurs, dans ces créneaux, et arriver à le vendre. Donc là aussi, à part le Wall Street Journal, la notion d'abonnement à des contenus a été un échec. Alors là, on va s'attaquer maintenant à ce que j'appelle le mythe de la longue traîne. La longue traîne, c'est quelque chose qui est apparu, c'est un concept, qui est apparu au milieu des années 2000, 2005, 2006, je ne sais plus exactement, ça n'a peu d'importance. C'est pas Seth Godin qui l'a proposé, c'est un autre, c'est un de ces gourous Internet qui définit les tendances, qui définit ce qui est important, qui définit ce qui va arriver. Mais si on regarde le track record de ces gars-là, c'est très très décevant. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, il n'y a personne qui fait ce boulot de regarder quelle a été la réussite et la précision des prédictions de ces types. Ces types ont beaucoup de renommée, un certain succès, mais on se demande bien sur quoi ça repose, parce qu'à chaque fois qu'on creuse quelque chose, on creuse un de leurs concepts, on s'aperçoit que c'est pas seulement faux, c'est même le contraire. Oui, personne ne regarde vraiment en arrière, personne ne fait cette analyse auquel j'ai essayé de vous sensibiliser avec l'histoire avec un grand H. Mais quand on fait ce travail, eh bien, c'est particulièrement savoureux parce qu'on s'aperçoit que la réalité est très différente de ce qui nous est présenté. Donc revenons à cette notion de longue traîne. Donc c'était de dire, bon certes, grâce à l'Internet, vous n'allez pas forcément vendre votre livre en tant que petit producteur, petit auteur dans votre coin des 1000 et des 100, parce que ça va être difficile d'avoir de la visibilité. Mais le site qui vous vend, la librairie en ligne qui vous vend, elle va avoir beaucoup de succès parce qu'elle a une offre qui est très étendue, elle s'adresse à un public qui lui-même est très diversifié, et donc il va vendre beaucoup de ces petits ruisseaux qui vont finir par former des grandes rivières parce que justement, à force de vendre comme ça beaucoup de contenus différents, on arrive à élargir considérablement le marché. Bon, le concept de la longue traîne, c'était ça. C'était encore une de ces prédictions qui annonçait des lendemains qui chantent, le siècle d'or de l'Internet, et de dire que grâce à la grande exposition et la grande diversité que permettait le web, les petits contenus allaient enfin trouver un marché qui leur était favorable. En vérité, une fois de plus, ça s'est avéré une escroquerie intellectuelle quasi complète, comme souvent, puisqu'on s'aperçoit avec le recul qu'au contraire, il semble que grâce à l'élargissement de l'offre, ou à cause, plus exactement, de l'élargissement de l'offre, les gens, dans leur grande masse, ont un réflexe de retour aux valeurs sûres. C'est-à-dire que les best-sellers ne se sont jamais aussi bien vendus. C'est comme si, par crainte de tomber sur des contenus médiocres, on avait le réflexe de se reporter sur les valeurs sûres et seulement sur celles-là. Donc finalement, quand on regarde les courbes, c'est le contraire de la longue traîne. Les contenus les plus vendus le sont encore plus aujourd'hui. Par exemple, on vous dit, grâce à la vidéo on demand, vous allez avoir accès à absolument tout, y compris tous ces films qui n'avaient pas été réédités sur DVD, sur cassette auparavant, puis sur DVD. Donc on élargit l'offre, vous vous rendez compte, c'est merveilleux, c'est formidable, et vous allez pouvoir voir ces œuvres fantastiques d'Orson Welles ou autres, que sais-je, Chaplin. Et en fait,
à l'exception, par exemple, d'un Chaplin, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas du tout. Les œuvres qui étaient inconnues, ou peu connues, restent, restent tout au fond des tiroirs virtuels des sites de distribution de vidéos on demande, qui sont d'ailleurs pas très nombreux. À part Netflix, on attend encore les autres. Netflix et Amazon, on en reparlera peut-être une autre fois. Et par contre, les titres les plus connus, eux, reçoivent le plus d'attention, le plus d'achats, tout simplement. C'est vrai en matière de livres, c'est vrai en matière de films, de vidéos, et pareil pour ce qui concerne la musique, où finalement les têtes d'affiche bénéficient le plus de l'exposition médiatique, comme si c'était un espèce de réflexe de défense face à cette immensité, à cette diversité immense, à cet océan de contenu. Les gens se refugent, se reportent sur ce qu'ils connaissent et ne cherchent pas à creuser, ne cherchent pas à découvrir. On revient, alors maintenant on va aborder, oui c'est la facilité évidemment, social proof, tout à fait, c'est exactement ça. On vient à une autre tendance après la long trend qui elle est à nouveau un peu plus technique, c'est ce qu'on a appelé l'Internet des objets. Alors ça, c'était pas en 2000, c'était plus tardif, ça arrivait plus tard, mais mettons à partir de 2006-2007, on a commencé à dire que après l'Internet reliant les gens aux machines, les serveurs de contenu, on allait avoir une troisième ou quatrième dimension qui était l'Internet des objets, c'est-à-dire les objets se parlant entre eux. Et là, c'est particulièrement intéressant parce que, oui, la longue traîne, oui, c'est ce que j'appelle une escroquerie intellectuelle. Et d'ailleurs, c'est particulièrement intéressant parce que on s'aperçoit, là je fais une digression, mais on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'un grand concept nous est présenté par les gourous Internet et grâce à l'Internet, c'est-à-dire que voilà, l'Internet change tout, l'Internet a tout changé, et voici quelles sont les conséquences, eh bien, c'est toujours la même histoire. On s'aperçoit que ce n'est pas vrai du tout. Et je voudrais donner qu'un exemple. C'est par exemple le vote par Internet. On pourrait s'imaginer que dans le cadre de la démocratie triomphante, grâce justement, une fois de plus, à l'Internet qui permet aux gens de se parler, de communiquer entre eux à grande échelle, tout le monde se comprend mieux et donc la démocratie va fleurir un peu partout, ce genre de bêtises. Et bien justement, la démocratie, c'est entre autres le vote, le droit de vote. Et oui, dès qu'on annonce un grand changement, un bouleversement, c'est presque tout le temps faux, absolument. Bref, le vote par Internet a été annoncé, bien entendu, et depuis longtemps. Et qu'en est-il? Eh bien, pour ne prendre que ce qu'on connaît bien, c'est-à-dire la France, on peut payer ses impôts par Internet, mais voter, ah non, ça, pas question. Donc on voit bien que à chaque fois qu'on fait une prédiction dans le domaine de l'utopie, eh bien ça reste dans l'utopie. Revenons à l'Internet des objets. L'Internet des objets est un cas particulièrement intéressant puisque l'enveloppe technique, cette fois, est là, disponible et pas trop complexe. Par exemple, on a les étiquettes actives avec la technologie RFID. Ça existe, ça fonctionne, ça commence à être diffusé, pas assez pour atteindre une masse critique. Et finalement, ce qu'on appelait l'Internet des objets, avec, comme d'habitude, des exemples absurdes, genre la bouteille de lait qui parle à votre frigidaire. Attention, je suis bientôt vide, il faudrait penser à m'en racheter. Ce genre d'exemple qu'on a entendu et réentendu ad nauseam, qui est complètement nul sur le plan démonstratif, et qui d'ailleurs ne se traduira jamais en résultat, enfin jamais, il faut éviter de dire jamais, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que l'avenir nous réserve, mais enfin, si ça aboutit, à mon avis, c'est dans très longtemps. Et l'Internet des objets, le véritable Internet des objets, on l'aura, à mon avis, bien avant. Bref,
On a là à peu près tous les éléments de l'enveloppe technique qui sont nécessaires, qui sont disponibles, qui sont standardisés, et pourtant l'Internet des objets tend à être en retard. On a bien quelques succès un peu isolés comme le thermostat Nest, on a un certain nombre d'offreurs qui commencent à proposer au niveau grand public des objets connectés entre vos objets, avec en particulier centralisation de ces alertes ou de ces informations sur le smartphone, peut-être un peu plus tard sur la montre connectée, si jamais celle-ci aboutit à quelque chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais, incontestablement, même si la production n'était pas absurde, même si l'enveloppe technique est disponible, est pratiquement complète, on n'a pas encore le niveau de concrétisation qu'on pouvait attendre. Alors, à ce niveau-là, là je modérerais un peu pour l'Internet des objets, je dirais que ce n'est pas tout à fait un échec, c'est pour le moment un échec, mais c'est simplement une question de timing. Ça risque quand même d'arriver, peut-être un peu plus tard, et peut-être sous une forme inédite, c'est-à-dire légèrement différent, voire radicalement différent de ce qui avait été annoncé au départ. Conclusion, et oui, on en arrive déjà à la conclusion. Pour une fois, on ne va pas s'étendre sur plus d'une heure, même si le sujet est intéressant. Si on peut le traiter brièvement, on n'hésite pas. Donc, conclusion, les promesses, et en particulier les promesses qui sont mises en avant par les gourous, semblent être un bon indicateur de ce qui ne va précisément pas arriver. Donc, à prendre avec un gros grain de sel, en particulier vu le track record de ces différents gourous. Les lois fondamentales de l'évolution technique, principe de simplicité, principe de délai incompressible, principe de transformation et ainsi de suite, tous ces principes que j'ai compilés dans notre livre sur l'histoire de l'informatique ou sur le troisième tournant, qui sont les principes mêmes de l'évolution technique, pendant ces 15 dernières années, ont toujours été vérifiés. Et on s'aperçoit à chaque fois qu'on ne peut pas faire fi de ces principes. Il n'y a jamais aucune justification qui permet de dire « Ah oui, mais cette fois c'est différent, et voilà pourquoi, bien que ce soit en contradiction avec ces principes, ça va quand même aboutir. » Alors oui, on finira en disant quelles sont les promesses actuelles qui ont de bonnes chances de déboucher sur quelque chose. Un élément quand même qui permet de modérer un peu ce passage en revue d'échecs, quelquefois, assez souvent, les échecs ne sont que des épisodes temporels. C'est-à-dire que ça n'a pas marché sous cette forme-là, mais si on laisse un petit peu de temps, ça va revenir sous une autre forme, le principe des deux vagues, et là ça va finalement aboutir sous une forme un petit peu différente, mais malgré tout dans une certaine continuité. Donc là c'est toujours pareil, il faut toujours laisser plus de temps au temps que espérer au départ. Alors je reprends la suggestion de Val sur les promesses actuelles qui ont une petite chance de déboucher sur quelque chose. Je vais en donner deux, qui sont les robots et les imprimantes 3D. Alors, les robots, c'est déjà quelque chose d'ancien. Ça fait longtemps qu'on utilise des robots dans les usines. Alors, quand on dit robots, c'est des automates plus ou moins élaborés. Ce n'est pas forcément des engins disposant d'une intelligence artificielle. Et justement, le sujet intelligence artificielle, on en a parlé. Un robot peut être utile, est utile, même sans avoir une compréhension globale totale de son environnement, de ce qu'il est en train de faire et de son rôle. Donc quand on parle de robots, quand on parle de promesses de robots, c'est bien évidemment au-delà du domaine industriel ou militaire, qui sont déjà très utilisés, où c'est donc au-delà de ces domaines-là, une arrivée des robots dans le domaine grand public. Par exemple, assistance aux personnes âgées, monitoring de jeunes enfants, que sais-je. Les applications
seront aussi nombreuses que diversifiées. Donc là encore, on peut imaginer que cette promesse va être tenue, mais comme d'habitude, le plus difficile à dire, c'est quand. Ce n'est pas le quoi qui est difficile à définir, c'est le quand. Quand est-ce que ça va aboutir, être suffisamment au point pour être proposé au plus grand nombre? C'est en gros comme les voitures autonomes. Les voitures autonomes seront une réalité, mais seulement dans plusieurs décennies, quand le niveau d'autonomie garantira un niveau de sécurité suffisant. Sinon, il est clair que pendant longtemps, ça restera des prototypes de démonstration qu'on verra ça et là, mais qu'on ne pourra pas lâcher sur les routes, parce que dans ce cas-là, tout de suite, on aura des accidents dramatiques qui feront un retour en arrière. Donc, oui, il est facile de dire que les robots grand public, est une promesse qui a été formulée et reformulée depuis longtemps, même à la limite quelque chose comme plusieurs décennies, mais qui va finir effectivement par apparaître parce que c'est une nécessité et parce que toutes les tendances de l'évolution technique convergent vers ce concept, vers le caractère opérationnel de ce concept, au-delà du domaine professionnel et industriel, donc vers le grand public. C'est ça l'enjeu de la promesse des robots. L'autre promesse actuelle que je voudrais rapidement évoquer avec vous, c'est les imprimantes 3D. Les imprimantes 3D sont déjà un succès dans le milieu professionnel, dans le milieu industriel. Par exemple, l'aéronautique commence à les utiliser de façon très en profondeur pour des pièces sophistiquées et par exemple pour la maintenance. La maintenance des nouveaux avions, il est prévu de l'assurer grâce à des imprimantes 3D. Au lieu d'amasser des gros stocks de pièces un petit peu partout dans le monde pour permettre aux avions d'être réparés ou même des évolutions tout au long de leur durée de vie, et bien là on va faire plus simple, plus efficace, plus économique, des imprimantes 3D dans les centres de maintenance et on envoie les plans au fur et à mesure aux besoins de l'opération à mettre en œuvre. Là encore, je n'ai pas besoin d'élaborer plus sur le succès industriel, sur le succès professionnel des imprimantes 3D parce que c'est déjà en cours. Mais évidemment, un succès dans le domaine professionnel, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact sur le plan médiatique. C'est quand ça arrive au niveau du grand public que là, ça a beaucoup d'impact. Alors, est-ce qu'on aura des imprimantes 3D pour chacun de nous? Est-ce qu'on pourra commander des objets sur Amazon et se le faire imprimer dans son salon? Oui. La question, c'est quand? Comme d'habitude. Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 10 ans? 15 ans? 20 ans? Ça, c'est difficile à dire. C'est très difficile de répondre. Je vais me risquer quand même. Je vais me risquer. Je pense que ce ne sera pas 5 ans. Il faudra plus que 5 ans. Est-ce que ce sera 15 ans? Peut-être bien. À mon avis, on va commencer à connaître un début de concrétisation de cette promesse pour le grand public, pour chacun de nous, d'ici 10 à 15 ans. D'ici 10 à 15 ans, oui, effectivement, on aura des imprimantes 3D pas trop chères et utiles qui seront disponibles et qui commenceront à rebouleverser encore, redistribuer les cartes du domaine de l'e-commerce. Puisque là, dans ce cas-là, on va avoir une variable extraordinaire. On va supprimer la livraison. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Donc voilà sur ce qui n'est pas arrivé sur l'Internet et pourquoi ce n'est pas arrivé et malgré tout, quelles sont les promesses futures auxquelles on peut croire encore. Merci de votre attention. C'est le clap de fin. À bientôt.